Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Aujourd'hui, pour nous parler du concept de dialyse verte ou comment avoir une approche plus éco-responsable en dialyse, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Menno Pruym, néphrologue au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Dr Pruym, bonjour. Bonjour Marc et bonjour à tous. L'accélération du changement climatique pourrait être l'une des causes de l'augmentation des pathologies chroniques, dont l'insuffisance rénale au stade 5. Parallèlement, il a été démontré que la prise en charge de ces pathologies a un impact significatif sur la consommation de ressources, telles que l'eau et l'énergie, et sur la production de déchets. À titre d'exemple, en France, un pays comptant environ 45 400 patients hémodialysés, il a été estimé que chaque patient consomme annuellement pour la réalisation de ses séances d'hémodialyse environ 60 000 litres d'eau, soit la consommation moyenne annuelle d'un Français, et 2 543 kW d'énergie, soit près de la moitié de la consommation d'un foyer par an. On comprend que cette thérapie, bien que nécessaire à la survie de millions de patients, contribue au réchauffement de la planète. Pour briser ce cercle vicieux, des initiatives sont lancées dans les centres de dialyse et par les sociétés savantes pour rendre la dialyse plus verte. Tout d'abord, Dr Pruym, comment définiriez-vous le concept de la dialyse verte ou Green Dialysis ? Tout d'abord, je pense que c'est important de dire que la dialyse verte est peut-être une utopie, une fantaisie, et je ne suis pas sûr qu'on va y arriver un jour, mais inversement, une chose est sûre, actuellement, la dialyse a une empreinte écologique importante. Et c'est le cas en France, en Suisse et un petit peu partout dans le monde. C'est à 3 niveaux que ça se passe. D'abord, pour faire les séances de dialyse, on consomme énormément d'eau qu'on doit en plus purifier. D'autre côté, côté énergie, on est parmi les grands consommateurs d'énergie dans le milieu médical, pas seulement pour faire tourner le générateur de dialyse, mais aussi 3 fois par semaine en hémodialyse, les patients doivent venir en dialyse, donc les transports y sont pour beaucoup, et pas seulement les patients, aussi le personnel bien sûr. Et finalement, il y a énormément de déchets, du plastique, du verre, etc. Liés aux tubulures, aux filtres de dialyse qui ne sont pas réutilisés. Et en plus, on a l'eau usée qui disparaît en général dans les égouts et qui n'est pas renettoyée ou réutilisée. Donc c'est un problème, d'autant plus si on se réalise que le nombre de patients dialysés dans le monde est en augmentation. On estime avec 7% par année, donc le problème risque de croître si on ne fait rien. Quelles sont vos idées sur le court terme pour rendre la dialyse plus verte ? Déjà, en Suisse, j'ai réalisé qu'on court un petit peu derrière des pays comme l'Australie, l'Angleterre et aussi plus récemment la France, qui ont lancé des initiatives il y a longtemps pour essayer d'améliorer la situation. Il faut commencer quelque part. Donc, on a, avec la commission de dialyse suisse, dont je suis le président, d'abord un petit peu regarder comment les pays autour de nous ont fait. Et c'est résumé en 3 points, le politique de 3 R, donc reuse, reduce et recycle. Donc réduire, réutiliser, recycler. Et si on applique ces principes, par exemple pour l'eau, la plupart des centres en Suisse tournent avec un débit de dialysa à 500 millilitres par minute, voire plus. On peut se poser la question si on ne peut pas déjà diminuer ce débit de dialysa et on va faire des gains importants de l'eau utilisée. La même chose, il ne faut peut-être pas mettre l'HDF chez tout le monde si on sait qu'on ne va pas y arriver. Ça aussi, un patient âgé avec une espérance de vie plutôt diminuée, peut-être ça vaut moins la peine de mettre ce patient en mode HDF que les plus jeunes. Par ailleurs, au niveau de l'énergie, je pense qu'on peut aussi faire des gains
très simple. Donc, on peut allumer nos générateurs de dialyse un petit peu plus tard et ne pas les laisser tourner des heures avant que le patient est là pour sa session de l'après-midi. Je pense qu'on peut donner moins souvent du linge propre aux patients. Ça fait moins de linge à nettoyer après. On pourrait le donner une fois par semaine. On a commencé à faire comme ça dans notre service. Par ailleurs, on a lancé au CHUV un projet de covoiturage, que les patients se déplacent plus ensemble, mais pourquoi pas aussi le personnel avec les patients et pas forcément le personnel de service de dialyse. Ça peut être aussi d'autres types de personnel de l'hôpital qui est à disposition pour amener un patient qui doit quand même venir 3 fois par semaine au centre. Et comme je dis, ça consomme beaucoup d'énergie en soi. Après, des petites améliorations dans les déchets peuvent être assez facilement faites. Il faut déjà mieux séparer tous les emballages qui contiennent papier et plastique. Bon, on peut déjà séparer ce moment-là le papier du plastique. On peut, pour leur vitamine qui est donnée chez nous dans un petit couvercle de plastique, on peut le remplacer par du verre, réutiliser est le mot-clé ici. Donc, c'est des petites choses à plusieurs niveaux qui sont assez faciles à intégrer. Et on a lancé en Suisse un groupe de travail qu'on a nommé Working Group of Green Nephrology, parce qu'il n'y a pas que la dialyse en néphrologie, mais la néphrologie tout court. Et on veut faire d'abord un checklist qui résume différents points que les néphrologues ou les autres spécialistes de la dialyse peuvent assez facilement appliquer pour rendre la dialyse plus verte. Et à moyen et long terme, quelles autres solutions pourraient être déployées? Alors, ce qui m'embête parfois, c'est que je vois des nouveaux centres de dialyse. On en a besoin parce que, comme j'ai dit, le nombre de patients dialysés est à la hausse, mais il n'y a pas tellement de critères écologiques qui sont pris en compte. Par exemple, pourquoi pas obliger les nouveaux centres d'avoir tout de suite des panneaux solaires sur le toit pour générer en partie leur propre électricité. Les patients sont quand même en règle générale dialysés pendant la journée, donc on pouvait profiter du réchauffement climatique pour générer plus d'énergie comme ça. Il n'y a pas non plus un règlement très strict concernant qu'est-ce qu'on fait avec l'eau rejetée et l'eau usée. Donc l'eau rejetée, qui est rejetée par les osmoseurs qui génèrent notre eau ultra pure, finit en général dans les égouts en Suisse et c'est très dommage. Ça pourrait être utilisé pour, par exemple, flusher les toilettes ou arroser le jardin autour, etc. Et pour l'eau utilisée, donc une fois passé le boucle et tous les générateurs de dialyse et le filtre, finit aussi dans les égouts. Évidemment, il y a le problème biologique, mais on a de moins en moins de problèmes infectieux vu que le patient avec une hépatite B est rare et les patients avec HIV ou hépatite C peuvent bénéficier de traitements qui suppriment entièrement la virémie. Donc l'OMS a déjà déclaré que l'eau utilisée à nos jours est compatible avec l'agriculture. Et un centre de dialyse à Renat est en train de collaborer avec une entreprise pour utiliser cette eau et pourquoi pas y sortir l'urée qui fait très bien pousser les plantes. Donc on peut faire des améliorations dans ce sens. Pour avoir cette réglementation pour le centre de dialyse, on a besoin de la politique, je pense aussi, qui doit peut-être investir un petit peu plus de temps et mettre plus d'exigence aussi aux entreprises médicales qui produisent les producteurs de tout cet équipement d'être plus vertes. Et il y a des initiatives dans ce sens, mais le rythme n'est pas très accéléré en Suisse encore. Voilà, donc il reste beaucoup de travail. Un dialogue avec la politique est important. Évidemment aussi, un bon geste écologique reste une transplantation avant qu'on a besoin de dialyse. Et là, c'est un travail de tous les jours pour essayer de
diminuer la liste d'attente pour une transplantation rénale. Les techniques de domicile telles que la dialyse péritonéale sont-elles un moyen d'améliorer l'empreinte carbone de la dialyse? Oui, on ne sait pas très bien. A priori, on dirait, voilà, la dialyse péritonéale, on a 4 fois des échanges de 2 litres d'eau par jour, donc on n'a que 10 litres d'eau utilisés par rapport aux 250 litres par patient par séance d'hémodialyse, donc ça semble être un bénéfice. En même temps, l'eau se trouve dans des sacs et pour produire 1 kilo de plastique, de sacs en plastique, on a besoin de 180 litres d'eau. Donc, si on fait un calcul, en fait, on arrive assez vite à la conclusion que un patient en dialyse péritonéale utilise possiblement autant d'eau que les patients en hémodialyse. Il reste des black box parce qu'on ne sait pas très bien combien d'eau l'industrie utilise par exemple pour produire la tubulure d'hémodialyse ou le filtre d'hémodialyse. De même, on ne sait pas combien d'eau est utilisée en dialyse péritonéale pour produire l'eau ultra pure qui est mise dans les sacs de dialyse. Mais bon, une chose est plus sûre, le patient en dialyse péritonéale, il le fait à la maison, il reste à la maison, donc lui, il va créer moins de problèmes d'empreinte écologique liées au transport. Il ne va pas se rendre en voiture dans son centre de dialyse. Oui, une fois par mois pour un contrôle mensuel peut-être, mais pas 3 fois par semaine comme les patients en hémodialyse. Donc, a priori, on y gagne quelque chose et la politique en Suisse est quand même de promouvoir la dialyse péritonéale et aussi l'hémodialyse à domicile, bientôt avec des systèmes miniaturisés. Enfin, comment voyez-vous l'avenir de la dialyse sur le plan environnemental? Alors, moi, je suis un optimiste. Donc, je vois les progrès technologiques qui vont très vite. Les osmoseurs modernes rejettent beaucoup moins d'eau qu'il y a 20 ans. Donc là, on a un lot rejeté qui est autour de 10-15% par rapport à 50% il y a 20-30 ans. Donc ça va dans le bon sens. Il y a des initiatives, notamment en Australie, pour réutiliser l'eau usée en le nettoyant avec des méthodes compliquées comme l'évaporisation, déioniser l'eau usée, etc. Donc, pour l'instant, ce sont des méthodes de purification qui sont coûteuses, mais je pense qu'on va arriver à les rendre moins chères et à les intégrer plus dans notre pratique quotidienne. Il y a aussi l'hémodialyse par absorption avec des filtres d'absorption qui sont en train d'être testés, qui utilisent eux que 6 litres d'eau par jour en moyenne. Donc là aussi, on va voir des progrès. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans ou 10, on peut fermer tous les centres de dialyse une fois qu'on a fait encore plus de progrès au niveau de la xénotransplantation. Donc, évidemment, génétiquement modifié. Sans ça, ça va induire des rejets. Et qui sait si dans l'avenir, on pourra offrir à nos patients des reins qui viennent des cochons, par exemple, pour recevoir un de ces reins génétiquement modifiés. Et dans ces cas, plus besoin de dialyse, on pourra transplanter tout le monde. Un grand merci, Dr Preum, de nous avoir éclairé sur le concept de la dialyse verte. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la Minute Dialyse. À très bientôt.